Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents à cette table ronde sur l'économie circulaire. Je me présente Amélie Vaz. Je suis responsable des études et de la prospective à l'Institut national de l'économie circulaire. Et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde co-animée avec Grégory Richat, qui est directeur associé du cabinet OPO. Il vous le présentera juste après. Alors l'objectif de cette table ronde, c'est d'essayer d'illustrer des transitions vers l'économie circulaire, un nouveau modèle économique, enfin pas si nouveau que ça, de plusieurs entreprises et d'industriels, et d'évoquer tous les leviers qui permettent cette transformation du modèle économique. À l'INEC, avec OPO, on a réalisé une étude qui s'appelle « Pivoter vers l'industrie circulaire, quel modèle et comment accélérer ?» qui a été publiée en avril 2021 et qui recense plusieurs leviers pour faciliter cette transition de l'économie circulaire, donc à la fois des leviers réglementaires, modifier son cadre, à la fois des leviers économiques, comment faciliter des structures fiscales un petit peu plus favorables à l'économie circulaire, comment mobiliser la commande publique ou les fonds des investisseurs, et à la fois des leviers de type changement de comportement, tout ce qui relève de la sensibilisation et de la formation. On va détailler un petit peu plus tout ça pendant les 2 heures qui viennent. Donc première table ronde sur les leviers, puis une deuxième sur l'éco-conception. Grégory, je te laisse peut-être la présenter. Oui, donc la deuxième heure, on aura une table ronde sur l'éco-conception et puis plus généralement le design responsable avec 3 autres industriels. Donc on aura une voiture, une gourde et une planche à voile pour aussi, le temps s'y prête peut-être pas, mais préparer les prochaines vacances de façon plus responsable. Voilà. Alors l'économie circulaire, peut-être juste pour recadrer un petit peu le propos, aujourd'hui, dans notre étude, on a relevé que 80% des industriels la considéraient comme une opportunité pour développer de nouveaux modèles et pour gagner des parts de marché, être plus innovants. Seulement, sur ces 80%, il n'y en a que 30% qui réalisent une analyse de cycle de vie de leurs produits. Donc on voit bien que ce n'est pas encore des pratiques bien diffusées et qui a besoin de soutenir ces acteurs-là pour engranger une transition un petit peu plus rapide. Voilà. Aujourd'hui, on considère que le cœur d'usine, c'est 1% de l'empreinte environnementale totale. Donc il faut vraiment travailler sur l'amont et l'aval des chaînes de valeur. Et c'est des gros changements à embrasser pour les entreprises. Je vais me tourner vers Pierre Pommier, qui est le dirigeant de Notox, une entreprise qui est un peu une pure player de l'économie circulaire. Votre activité s'inscrit vraiment dans ces piliers. Depuis sa création, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus et nous parler peut-être de votre modèle de développement qui s'inspire un petit peu du multilocal, c'est-à-dire appuyer sur les ressources présentes sur le territoire, les savoir-faire disponibles et la demande à l'échelle très territoriale. Bonjour à tous, donc, je suis Pierre Pommier donc, de la société Notox. Donc, on fabrique des planches de surf en biomatériaux ou matériaux issus du recyclage depuis maintenant 2009. Oui, ok, pardon, désolé. Donc voilà, donc on a amené un exemplaire pour vous faire voir un peu ce qu'on fait. Donc ça, c'est un modèle emblématique qu'on fait depuis 2009, donc en polystyrène issu du recyclage, en fibre de lin brute, non traitée, et en résine époxy biosourcée pour pouvoir faire la totalité du composite de la planche. Donc quand on s'est lancé, c'était pour arriver à proposer des solutions dans le monde de la planche de surf qui en fait n'est que matériaux polluants, exposition sévère pour les problématiques de santé notamment. Donc on a beaucoup de matières polluantes non recyclables, fibres de verre, résine polyester, on a des solvants, de l'acétone, des mousses de polyuréthane. Donc rien qui nous semblait très en adéquation avec la pratique. Donc on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice donc, de cette manière-là. Donc comme tu le disais tout à l'heure, systématiquement, dès qu'on sort des nouvelles constructions ou dès qu'on essaie de pousser des innovations, l'analyse de cycle de vie est quelque chose de systématique parce qu'il faut savoir pourquoi on fait les choses et mesurer vraiment leur impact. Donc ça veut dire quand je remplace de la fibre de lin, quand je remplace de la fibre de verre par de la fibre de lin, est-ce que vraiment c'est pertinent ? Parce que intuitivement, c'est du végétal, donc forcément on se dit oui, c'est plus éco que la fibre de verre. Mais attention, par exemple, la fibre de lin peut nécessiter la mécanisation des sols, donc un tracteur, donc du carburant, etc. Donc tout ça doit être pris en compte pour savoir si au final une idée est bonne ou pas, quoi. Des fois on a des surprises, des fois ça corrobore, donc c'est plutôt bien. Voilà, donc on utilise également du liège local pour d'autres types de planches, donc qui est fabriqué à 40 km de chez nous,
qui confère également des propriétés de plus grande résistance au choc à la planche, donc qui augmente sa durée de vie. Et depuis un peu plus récemment, on travaille aussi avec des déchets de l'industrie aéronautique, donc notamment de chez Airbus. Donc des matériaux qui sont censés partir à la déchetterie et donc qui sont bien mieux à faire des planches performantes plutôt qu'à partir à la déchetterie. Donc là, un usage de produits en fin de vie, quoi. Est-ce que justement, tu peux nous parler peut-être un petit peu plus de tous ces partenariats que tu as construits avec ces gros acteurs en préparant la table ronde, on a parlé de l'aéronautique, mais aussi de l'automobile. Oui. Nous, dans l'étude, on a documenté ce type de synergie, de joint venture entre des gros acteurs et des plus petits, beaucoup plus innovants. Et on voit qu'effectivement, c'est un vrai levier pour l'économie circulaire. Ouais. Alors typiquement, cette histoire d'utilisation de carbone dans les planches, alors c'est assez récent chez nous, en fait. Donc même si on est vraiment une petite équipe, hein, figurez-vous quand même, c'était une entreprise artisanale avec un savoir-faire très artisanal. On est 5 aujourd'hui, mais on a été 3 pendant très longtemps, donc on n'est pas, on n'a pas un BE extensif, quoi. Mais néanmoins, on s'évertue à faire une veille sur tout ce qui est matériaux disponibles et surtout à aller chercher dans des domaines qui ne sont pas le nôtre. Parce que si on restait dans le giron de la planche de surf, on trouverait juste des planches de surf, c'est tout. On trouverait rien d'autre. Donc on farfouille partout, alors beaucoup dans le bâtiment, parce que dans le bâtiment, il se passe quand même pas mal de choses, et il y a également beaucoup de déchets, donc il y a des gisements potentiels. Et depuis quelques temps, donc assez récemment, on s'est mis à essayer de faire les poubelles de l'industrie auto. Donc on a commencé par l'industrie auto parce qu'on s'est dit que c'était une industrie qui était assez efficace, c'est-à-dire qui devait faire attention à ses coûts, faire attention à la performance, à la qualité des matières utilisées. Et donc on est tombé sur une matière qui était issue d'une filiale de BMW qui recyclait des déchets textiles composites carbone des usines de la marque. Et il s'avère qu'en fait, cette matière-là passait complètement sous les radars. Elle n'était même pas marketée, très mal vendue. Enfin, les commerciaux, je ne sais pas ce qu'ils foutaient là, mais ils passaient à côté de leur job, visiblement. Et donc, cette matière-là était dans les cartons, donc on s'est mis à vouloir l'utiliser. Alors, sans aucune aide de leur part, parce que visiblement, personne ne savait trop comment ça se mettait en œuvre. À part BMW qui réutilisait pour certaines parties de voitures, mais donc avec des moyens industriels. Donc on a dû adapter nos process très artisanaux pour arriver à mettre en œuvre cette matière. Et le jour où on a fait un post sur LinkedIn pour dire qu'on était fiers de ce qu'on venait de faire, ben en fait, dans la foulée, il y a quelqu'un d'Airbus qui nous est tombé dessus en disant « Mais écoutez, si vous arrivez à faire ça avec ce type de matière, peut-être que nous, on aurait des trucs intéressants chez nous aussi. » Donc là, on a ouvert les poubelles de chez Airbus, et alors là, c'était la caverne d'Ali Baba. Parce qu'un petit déchet pour un avion, autant vous dire que c'est largement ce qu'il faut pour faire une planche. Donc on a trouvé vraiment des trucs très très intéressants, même par exemple des morceaux de longerons qui sont remplacés sur des avions qui reviennent en maintenance, donc des longerons en carbone massif, dans lesquels à l'avenir on va sûrement pouvoir usiner des mâts, notamment pour faire des planches de foil. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, les planches en lévitation au-dessus de l'eau, là. Voilà, donc là, en ce moment, on est en train d'essayer de monter un projet avec l'ADEME pour essayer de valoriser tous ces déchets-là de notre partenaire pour en faire des produits performants et qui viendront directement concurrencer les produits asiatiques qui, aujourd'hui, sont non seulement de mauvaise facture, et ça, on le sait parce qu'on les répare, et également qui sont soumis à des grosses pénuries d'approvisionnement. Donc, personne n'a ces trucs-là, tout le monde en veut. Et en plus, quand ils arrivent, ils sont un peu merdiques. Donc on a vraiment notre carte à jouer là-dedans. Et donc on croise les doigts pour que ça arrive à son terme. Et en termes de développement, on avait discuté le fait que vous répliquiez ce modèle dans d'autres pays, notamment l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Oui, c'est ça. Donc alors, au début de notre aventure entrepreneuriale, parce qu'on n'était pas du tout des entrepreneurs quand on s'est lancé là, on avait suivi le cheminement d'une start-up assez classique, donc c'est-à-dire on devait rencontrer des investisseurs, etc. Et à chaque fois, on se prenait dans les dents, oui, ok, mais alors tout ce que vous faites là, c'est pertinent parce que vous le faites là, que vous avez tout à côté de chez vous, et donc c'est local, etc. Et alors comment vous faites pour percer à l'international ? Alors si c'est pour grossir et exporter, là, c'est pas bon. Alors eux, c'était typiquement ce qu'ils voulaient entendre.
Mais nous, c'était typiquement ce qu'on ne voulait pas faire, parce que là, ça perd tout son sens. Voilà. Alors ça perd son sens philosophique, mais ça prend du sens économique. Mais là, nous, le sens économique, là, en l'occurrence, on s'en fout. Il faut arrêter de faire des trucs moches maintenant. Donc on a plutôt réfléchi à arriver à rationaliser ce qu'on faisait, à le coucher sur le papier et à essayer de voir si cette méthode pouvait être implantée ailleurs, exactement comme chez nous. C'est retrouver des gens motivés pour pouvoir prendre le projet à bras-le-corps. Et donc là, en ce moment, on est en train de faire cette implantation en Australie, donc dans le Queensland, avec une nana qui est ultra motivée, un truc de fou. Et où on va faire travailler donc, des artisans locaux qui vont être formés à nos méthodes, qui vont utiliser des ressources locales, donc des matériaux qui seront recyclés localement, des fibres végétales qui viendront de là-bas, donc sûrement pas du lin français pour le coup, peut-être du lin néo-zélandais ou du jute en l'occurrence. Enfin, voilà. Et donc à chaque fois essayer de trouver qu'est-ce qui est pertinent à faire là où on s'implante. Donc on aurait une logique de marque pour donner une direction une direction philosophique, on va dire, au produit, mais on aurait une exécution locale pour les ventes qui se feraient à l'étranger. Et bon, pour le moment, c'est difficile parce qu'à chaque fois, c'est reprendre l'aventure à zéro. Mais la notoriété augmente. Donc je lui souhaite que ça ne prenne pas 10 ans comme nous, que ça aille un petit peu plus vite. Mais on sait que ce sera quand même un peu long, quoi. Mais c'est intéressant. François Michel, je vais me tourner vers vous. Vous êtes député des Bouches-du-Rhône et président de l'Institut national de l'économie circulaire, donc vous connaissez bien ces sujets. J'aimerais évoquer avec vous la faisabilité de ce type de démarche à l'échelle des territoires. Aujourd'hui, est-ce que ça se fait bien et qu'est-ce qui pourrait être déclenché d'un point de vue réglementaire, peut-être pour accélérer la transition? Peut-être vous pouvez aussi réagir sur ce que vient de présenter Pierre. J'allais commencer justement à réagir par rapport à ce qui vient d'être présenté. Et surtout l'esprit, l'économie circulaire, c'est éminemment territorial. Alors le territoire, il peut être d'hyper-proximité quand vous travaillez sur, par exemple, la chaleur fatale, récupérer l'énergie du pressing ou du boulanger, c'est pour le redistribuer immédiatement. Ça peut être plus large, ça peut être continental, ça peut être planétaire. J'ai rencontré une société qui récupérait des bateaux en fin de vie et l'hélice du bateau était analysée en fonction de la composition de l'hélice. C'était une fonderie particulière dans le monde à qui était destinée l'hélice. Donc il n'y a qu'une seule vérité, c'est que c'est la ressource qui parle. Soit la ressource, elle est du territoire et de l'espace et elle est en résonance, et vous l'avez très bien expliqué, notamment en comparant ce que pourrait faire l'Australie et ce que vous faites ici sur le lin ou la jute. En Australie, je ne pense pas qu'ils aient de constructeurs aéronautiques aussi puissants que Airbus, ça se saurait. Donc il faudrait qu'ils trouvent d'autres structures pour avoir aussi les mêmes dynamiques que vous. L'économie circulaire donc, est territoriale et il y a une dynamique, c'est l'écologie industrielle et territoriale, qui est une branche, c'est celle qui permet à des industriels de partager les flux. Nous, dans l'étude que nous avons menée, pivoter vers l'industrie circulaire, que je vous invite à télécharger sur le site de OPO, sur le site de l'Institut national de l'économie circulaire, ça sera présenté, vous verrez le nombre de structures qui ont été questionnées, et puis vous aurez des exemples où il y a des partages entre deux acteurs en hyper proximité, parfois très puissant, Michelin avec une toute petite société, Blackstar, d'autres acteurs, le cimentier Vicat avec un opérateur de gestion des déchets qui est Paprec, et cette proximité, elle est issue de la rencontre, du dialogue. Et ça, c'est l'élément extrêmement important qui, finalement, dans un monde où on commence à se demander si la sociabilité va pas disparaître derrière beaucoup de technologies et beaucoup de c'est la première fois qu'on se rencontre alors qu'on s'est rencontrés je ne sais combien de fois en visio, la première fois qu'on se rencontre physiquement, donc dans cette société où on a de plus en plus de difficultés à croiser les intelligences humaines, hormis à travers des systèmes informatiques X et Y, eh bien on se rend compte que c'est finalement la rencontre humaine
qui crée les partages. Elle peut être provoquée ou elle peut être une opportunité. Hein. Je le dis souvent, l'outil le plus important dans une démarche d'économie circulaire et encore plus dans une démarche d'écologie industrielle et territoriale, c'est la machine à café. C'est là où vous rencontrez des personnes que vous n'étiez peut-être pas censé rencontrer. En parlant d'écologie industrielle territoriale, la plus grande des machines à café que j'ai vues, c'est celle à Kalundborg. Je ne sais pas si vous y êtes allé à Kalundborg, non? Peut-être certains ont eu cette chance, comme moi. On avait fait une mission pour l'Institut il y a quelques années. Kalundborg, c'est la Mecque de l'écologie industrielle et territoriale. 50 000 habitants perdus au bout du Danemark. Alors déjà, le Danemark, c'est un peu le bout d'un morceau d'Europe, mais c'était encore plus perdu. Et énormément d'industries et beaucoup de partage. Vous y arrivez, vous avez des tuyaux sur 2-3 mètres de hauteur et des échanges de flux, de matière. Et moi, ma question, on était dans une salle plus petite que le sol, que l'espace ici, hein, un peu comme la pièce principale du Palais de la Bourse. Et je demande, mais qui paye les tuyaux? Les opérateurs se débrouillent entre eux. Jusque-là, c'est l'opérateur A, et puis là, c'est l'opérateur B. Mais alors, la collectivité, qu'est-ce qu'elle fait? La collectivité, elle met à disposition cet espace et elle crée les rencontres. Voilà. Et c'est de là que le dialogue se noue. Alors nous, on a aussi des outils, j'ai un peu critiqué les outils industriels, hein, pas industriels, Internet, mais on a eu un programme, le Programme national de synergie interentreprise, le PNSI, dont la région ancienne, Aquitaine, a été l'une des régions pilotes. C'est une capacité à travailler en commun, une capacité à apporter ces échanges de façon ordonnée, de façon structurée et qui permettent de faire émerger les opportunités entre ce qu'on appelle les déchets des uns deviennent les ressources des autres. C'est un petit peu plus complexe que cela, mais la phrase est jolie et elle veut dire ce qu'elle veut dire. Nous réfléchissons aussi et on pense que les territoires les plus à même pour en parler, et je finirai là-dessus, ce sont les îles, les côtés insulaires. Et plus l'île est loin d'un espace continental, ou je dirais plus elle est loin de son espace continental à elle, et je pense notamment aux Antilles par exemple, plus nous devrions avoir cette stratégie d'écologie industrielle et territoriale, de partage et même de remise en cause des approches, changements réglementaires, changements fiscaux, nouvelles approches incitatives, comme Amélie l'a dit tout à l'heure, des changements de comportement, des changements de compétences. Ce sont les mutations dans lesquelles nous devons absolument rentrer, et ceux qui doivent rentrer le plus vite possible encore sont ces îles, avec des intelligences, puisqu'on parlait de pneumatiques, par exemple. Moi, je propose qu'on interdise des pneumatiques à bas coût venant de Chine, qui ont une durée de vie de 15 000 km. On oblige des pneumatiques rechappables sur une île. Ça fera moins de déchets. Le déchet dans une île caraïbéenne, c'est le moustique. Le moustique, ce sont des maladies très graves. Hein, vous savez, la dengue, le Zika notamment. Donc si vous avez des pneumatiques qui font 40 000 km et qui peuvent être échappés encore pour 20 000, vous voyez bien qu'entre un qui fait 15 000 et un autre, le même volume, la même matière, qui fera 60 000, eh bien vous avez un facteur d'efficience dans l'usage de la ressource remarquable, mais vous réinterrogez aussi complètement le rapport à la matière, puisque le pneumatique sera récupéré, sera retravaillé sur place. Il y aura sûrement, par cette action opérationnelle, des opportunités qui se créeront derrière celui qui rechappe. Il y aura peut-être un tout petit peu de déchets. Ces déchets, il y aura un autre opérateur qui dira c'est une opportunité. Alors que le pneumatique à 15 000 €, il faudra aller le récupérer dans les terres, il faudra le récupérer en mer, au fond des rivières. C'est ça la force, l'intelligence que nous devons avoir en termes d'approche d'économie circulaire. Et la réflexion, elle peut s'appuyer, et elle doit s'appuyer notamment sur les espaces industriels en écologie industrielle et territoriale. Merci beaucoup François Michel. Alors effectivement, ce levier de la coopération entre industriels, entre entreprises, il faut savoir que les démarches d'EIT, elles ne concernent pas forcément que les industriels. On peut considérer tout acteur économique, ça peut être aussi un hôpital, une école,
n'importe quel acteur peut être inclus dans ce type de démarche-là. Je vais me tourner maintenant vers Cyr Dioré, qui est le directeur de Greenfib, qui produit une matière un petit peu particulière. Tu vas nous la présenter ensuite. Lors de la préparation de la table ronde, on a également évoqué le besoin de construire des filières intégrées avec tous les acteurs de la chaîne de valeur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce levier-là ? Oui, bonjour à tout le monde. Alors c'est une matière, je vais aller vite sur la matière, il y a tout sur le site, mais c'est une matière qui est 100% biosourcée, qui ne concurrence pas l'alimentation et qui est durable. Et cette notion de durabilité, pour nous, elle était importante. Quand je dis pour nous, c'est un copain de collège qui a inventé la matière. Lui s'occupe de la matière, moi je m'occupe de la manière. Et pourquoi durable, c'est important ? Parce que la matière qui pollue le moins, c'est celle qui dure le plus longtemps. Et que ensuite, c'est celle qu'on ne produit pas déjà, et ensuite c'est celle qui dure le plus longtemps. Et durer longtemps, ça va bien au-delà de la matière en elle-même, parce qu'un gobelet à café, s'il est durable mais qu'il est mis dans une poubelle normale, il va être incinéré. Et puis cette durabilité, ce sera un joli potentiel qui n'aura pas produit grand-chose finalement en résultat. Donc du coup, les usages, c'est important pour nous. C'est comment on peut impacter jusque dans les usages à partir de cette matière qui a une cohérence assez forte pour nous permettre d'être respectueux, mais titillant aussi auprès de nos interlocuteurs. Alors, au niveau de notre écosystème industriel, élargi, parce que les éco-concepteurs, les designers, tous ces gens-là aussi, c'est important qu'ils soient présents dans la dynamique. Concrètement, comment ça se passe chez nous ? On réunit nos interlocuteurs amont et aval, qu'ils soient fournisseurs, distributeurs, producteurs de notre granulé, transformateurs, donc injecteurs, extrudeurs, etc. On les réunit parce que pour nous, un écosystème, c'est un être vivant, et un être vivant, ça doit vivre, et donc ça doit se rencontrer, ça doit interagir, et on comprend avec sa tête, mais on bouge avec ses tripes. Et du coup, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de connecter avec ces personnes-là aussi dans les tripes. Donc, on fait ça dans un théâtre équestre de Bretagne, par exemple, où on va les faire bosser sur un coup notre plateforme de marque à nous, un coup l'ACV, c'est quoi une ACV, c'est quoi l'ACV de Greenfib, et du coup, il y a toujours un moment où qu'est-ce qu'eux, ils peuvent faire dans leur propre entreprise de cette notion-là, pour qu'il y ait une dynamique qui soit nourrissante et enrichissante pour nous, mais qui soit aussi nourrissante et enrichissante pour eux. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec nos acteurs de proximité. Et après, ce qui est important pour nous, pour aller jusqu'aux usages, c'est de faire en sorte que nos clients et les clients de nos clients, ils soient aussi contributeurs de ce pont entre le potentiel et la réalité. Et du coup, pour ça, on crée, alors on a appelé ça des ateliers boosters d'impact. L'exemple moi, que je prends souvent, c'est l'exemple du Vélib, où dans le cahier des charges, il y avait 5000 Vélib. Et JC Decaux a dit, si vous mettez 5000 vélos, ça ne va pas changer la manière de se déplacer dans Paris. Si vous voulez changer la manière de se déplacer dans Paris, il faut en mettre 50 000. C'est ce qui s'est passé. On a changé notre manière de se déplacer dans Paris. Enfin, ils ont. Je ne suis pas à Paris, mais... Et du coup, ce que je veux dire par là, ce qui est important, c'est que si notre matière, elle vient juste remplacer une autre matière, on va passer de 2 mètres à 2,20 mètres, en gros, en son hauteur. Ce qui est important, c'est qu'on voit comment on peut créer cette perche pour passer de 2 mètres à 5 mètres en impact écologique, en trouvant une cohérence économique et donc en se creusant la tête. Parce qu'une matière qui est faite en France en quelques tonnes, dizaines, centaines ou milliers de tonnes, elle n'a pas le même coût qu'une matière qui est faite en centaines de milliers de tonnes en Chine aujourd'hui. Donc c'est un sujet qu'on a tous les jours, ce sujet du prix. Et donc du coup, comment on peut créer plus de valeur que de surcoût. Et donc tout ça, ça ne peut pas se faire tout seul dans son coin avec un granulé, quoi. Ça peut se faire qu'ensemble. Et après, tu me dis si j'en dis trop, si je vais trop loin, mais je trouve que l'introduction, elle est hyper pertinente, ce que tu as fait tout à l'heure, parce que tu as prononcé 2 chiffres, 80% et 30%. Et tu as dit, en gros, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a 80% des gens qui expriment une intention, un niveau de conscience et une intention. Et que le vrai enjeu, c'est de le traduire en action cohérente derrière. Et les belles promesses de fin de colonie où on va s'écrire des cartes postales quand ça existait, et qui restent juste des belles intentions parce qu'on repart à la rentrée, c'est reparti quand on était gamin. Là, c'est pareil, entre l'intention et l'action cohérente qui est de dire je vais faire une ACV pour concrètement voir où j'en suis, comment je peux bouger, comment je peux agir, etc. On a ce delta-là entre 80 et 30 à travailler, chacun et tous ensemble. Et pour moi, c'est par la connexion émotion, c'est la même racine que mouvement, moteur, motivation.
Donc ça passe par les tripes. Il n'y a pas à sourciller. C'est comme ça qu'on partage ça chez Greenfib. Est-ce que tu peux peut-être nous parler, ça fera le lien avec le levier économique que tu as un peu abordé, parce que l'économie circulaire, il y a le mot économie dedans, il faut que ce soit rentable, il faut convaincre. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce petit projet avec Bordeaux et Besançon? Ouais. Alors en fait, moi j'ai pas emmené une planche de surf parce que j'en ai pas. Et puis je fabrique pas des objets en plus. Alors, j'aurais pu vous amener du granulé, mais c'est joli, mais voilà. Mes lunettes sont en Greenfib, ça voilà, je peux vous dire, il y a 40 000 montures qui ont été produites en France. Et je vais arriver tout de suite aux illuminations derrière, mais c'est aussi intéressant ça parce que on a vendu notre granulé à deux fabricants de lunettes qui se sont associés, qui ont créé une boîte ensemble, une collection, une marque, qui ont pris un risque ensemble, alors qu'ils sont concurrents d'habitude. Hop, coopération versus compétition. Et notre client qui est Écoute et Voir, on a travaillé avec eux pour qu'ils soient point de collecte. Et donc, naturellement, c'était point de collecte de lunettes. Mais en fait, si on veut optimiser, la nature, elle ne maximise pas, elle optimise. Il faut qu'ils soient point de collecte de plus que des lunettes, mais qu'on les respecte. Donc, ils sont point de collecte de tous les objets qui respectent en poids et en volume l'organisation quotidienne d'un opticien. Ce qui fait qu'on a pu développer 760 points de collecte de cette manière-là. Et sur les illuminations, c'est quand vous allez sortir, et si vous promenez un petit peu dans cette belle ville de Bordeaux, les illuminations de Noël, il y a 2 villes en France, Besançon et Bordeaux, qui ont fait confiance à une entreprise du Mans, qui est à la fois en train de déposer un dossier pour être entreprise du patrimoine vivant, donc un vrai respect de ses métiers de chaudronnier, une vraie démarche, et en même temps qui a investi dans un robot ABB ou KUKA, ces gros robots qu'on voit plutôt dans l'automobile, avec une tête d'impression, et qui a imprimé 1,5 tonne de Greenfib pour les villes de Besançon et de Bordeaux, pour avoir des belles illuminations sans pétrole et écologiques. Et là encore, on a travaillé ensemble avec nos agences de presse pour promouvoir ça ensemble. On travaille ensemble avec un cabinet en droit public pour voir comment ils peuvent optimiser la relation dans le respect de la loi et la réponse aux appétences que les villes peuvent avoir avec eux dans la formalisation des contractuels, etc. Donc on est dans cette dynamique d'échange qui va bien au-delà d'un granulé qui est produit dans deux écosystèmes aujourd'hui, un autour de Poitiers et un autour de Vannes pour l'instant. Voilà. C'est hyper intéressant et on pourrait imaginer que justement l'acteur public se mobilise davantage pour des matériaux durables, donc biosourcés, circulaires, etc. Et je voudrais relancer du coup François Michel là-dessus, sur le sujet de la commande publique comme levier économique pour ces offres-là. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, on ne l'a pas vraiment encore abordée aujourd'hui, mais elle impose à ces acheteurs-là, acheteurs publics, d'utiliser des matières premières issus du réemploi ou du recyclage. C'est tout nouveau. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler un peu ? Merci, Amélie. 8% du PIB, 200 milliards d'achats sont sous pilotage politique. De l'élu de la petite commune au ministre, par délégation évidemment. 200 milliards, ça fait donc un formidable levier pour pouvoir aider, accompagner, transformer les modèles, accompagner des entreprises comme la vôtre, puisque ce sont Bordeaux et Besançon pour l'instant. Voilà. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire a commencé à l'aborder, mais c'est dans la loi climat où nous avons beaucoup fait bouger les règles permettant aux acheteurs publics maintenant de mettre, et même d'avoir obligation de mettre certains critères autour des enjeux écologiques, sociaux, avec des objectifs, eux, qui sont assignés dans la loi AGEC, mais les marges de manœuvre, elles sont dans la loi climat. C'est un peu technique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2 ans, nous avons changé de monde par rapport à l'achat public, qui avant était au mieux-disant économique, et on rentre dans des possibilités beaucoup plus complexes et même des obligations d'atteinte de certains objectifs. Évidemment, on ne va pas demander aux acheteurs privés, que ce soit le citoyen ou que ce soit l'entreprise, de faire des achats positifs et laisser les acheteurs publics à n'acheter que ce qui est le moins cher.
Donc c'est cette cohérence qui a été mise en œuvre. C'est un travail porté par l'Institut. L'Institut avec OPSAR. L'OPSAR, c'est l'Observatoire des achats responsables, et avec la métropole du Grand Paris, avec qui on a un partenariat, depuis plusieurs années, porte un plaidoyer auprès du gouvernement, auprès de l'État, auprès des parlementaires, et on a abouti sur des premières très bonnes dispositions qui se mettent en œuvre. Le point suivant, et c'est aussi le sens de ces rendez-vous comme le WIS, c'est de le faire savoir. Et le point d'après, c'est de former et de rassurer des acheteurs, souvent des fonctionnaires territoriaux, qui ont eu des années où ils ne voulaient pas prendre trop de risques et étaient donc sur une logique d'un cahier des charges qui a amené au moins 10 ans économique, à dire aujourd'hui, vous pouvez vous exprimer plus en avant dans vos propres choix, qui sont évidemment en résonance avec le politique pour qui vous travaillez et en résonance avec les objectifs nationaux qui sont assignés. Donc aujourd'hui, le grand enjeu est la capacité à former, à rassurer et à gagner en compétences auprès de ces acheteurs. Et il reste la dimension, la rencontre entre les offreurs du territoire et les acheteurs du territoire. Et ça, c'est un des enjeux, notamment d'une démarche d'économie circulaire territoriale, comme j'en ai parlé tout à l'heure, qui doit permettre la rencontre, parce que très souvent, on ne sait pas qui est dans le territoire, ce qu'il offre, etc. Je l'ai vu je ne sais combien de fois, y compris dans ma propre circonscription, où l'élu local ne sait pas qu'il a sur sa commune une entreprise qui pourrait répondre à cet appel d'offres. Elle peut connaître l'entreprise, mais elle ne sait pas, et vous allez nous l'expliquer, toutes les offres de cette entreprise. Inversement, l'entreprise, comme elle ne dialogue pas, elle ne peut pas sentir qu'il y a une opportunité de marché sur lequel elle n'existe pas encore, mais sur lequel elle pourra aller avec un nouveau produit, être rassurée en se disant je vais me lancer sur un produit particulier, sur une offre particulière, et je vais rentrer dans un dialogue avec les acheteurs, que ce soit de la commune, de l'interco, du département, de la région, je ne sais, mais les acheteurs du territoire, pour leur dire, voilà, si moi je fais bouger et que j'offre un nouveau produit, j'ose parler de circulaire par exemple, est-ce que c'est quelque chose que on pourrait retrouver dans vos cahiers des charges et vos achats publics? Donc on a commencé ces débats sur le dialogue, la rencontre des personnes. On voit que c'est encore plus important, même lorsque il y a des objectifs nationaux qui sont assignés, qui semblent lointains, ou lorsqu'il y a ces nouvelles marges de manœuvre données dans les cahiers des charges pour les achats publics. On a abordé du coup plusieurs leviers. Levier de la commande publique, les modèles d'entreprise qui dialoguent avec les territoires et les partenaires. Est-ce qu'il y a d'autres leviers qui pourraient exister selon vous? Est-ce que vous souhaitez réagir aux remarques des uns et des autres? Là, avant de passer aux questions avec la salle. Alors moi, en termes de levier, alors il y a deux choses. Je vais faire rapidement. Depuis la nuit des temps, ceux qui sont en gouvernance des communautés, donc aujourd'hui ce sont les élus locaux, nationaux, européens, s'appuient sur 4 leviers plus 1 pour faire changer le cadre. Les cadres évoluent. Souvent on critique, je vais prendre une petite parenthèse, on critique les grandes entreprises, vous en avez en face, peut-être dans cette salle, certains sont membres, représentants, salariés d'une grande entreprise. L'avion, il n'est pas assez écolo, Total est trop encore dans les hydrocarbures, etc. Sauf que ces entreprises, elles évoluent dans le cadre que le politique définit. Un peu comme dans des sports, bien, si quelqu'un utilise toutes les règles autorisées dans le sport, on ne va pas le critiquer et on ne va pas lui demander de s'attacher une main dans le dos en faisant de la boxe et en laissant son adversaire utiliser ces 2 points. Si on estime que ça tape trop fort, c'est les deux qui... et on change les règles et on dit chacun combat avec une main dans le dos. Mais on ne demande pas à l'un de mettre la main dans le dos et à l'autre... de garder ses 2 mains. C'est ça que le politique doit faire changer le cadre. Il le change à différents niveaux, de l'élu local à l'élu national et même au-delà. 4 leviers, la fiscalité, on en a parlé,
manger à midi avec Maëlys, que je connais bien, de Circouleur. Aujourd'hui, le recyclage de peinture, la réutilisation de peinture, c'est de la peinture non en fin de vie, en fin d'usage, et dans les pots que vous remettez en circuit, et vous remettez 20% de TVA, c'est-à-dire vous avez le même pourcentage de TVA que de la peinture neuve. Si nous, on arrive à dire que tout produit fait à partir de matières recyclées, on peut définir certains cadres, et que c'est une TVA à 5,5, on décale. Forcément, les acteurs économiques vont se dire je retrouve plus de marge. Ou inversement, je dis tout ce qui est à partir de matières très tendues, je mets une sur-TVA, certains pays européens le font à 30-35%. Et vous verrez que les choses changeront. On aura, par rapport à votre planche de surf, tout le monde se dira finalement, je vais peut-être changer les matières premières que j'utilise. La réglementation, les interdits, les obligations, vous interdisez, moi j'ai interdit toute la vaisselle jetable en plastique. Bon, voilà, c'est interdit, c'est ce que j'ai réussi à obtenir. Il n'y a plus personne qui peut le mettre à disposition, donc on part sur d'autres modèles. L'obligation d'intégrer de la matière première, de la matière recyclée. Donc ça aussi, ce sont le deuxième cas, le troisième levier. Vous avez des incitations. Si les incitations, elles sont au petit bonheur la chance, ou si elles sont ciblées, eh bien ça change tout. Les incitations, c'est la subvention, ce sont les labels de reconnaissance, etc. Le quatrième, c'est les changements de comportement. Les changements de compétences, c'est-à-dire que accepter, je reste sur de n'avoir que 15 couleurs, c'est ça que vous proposez. Eh bien, moi, le consommateur, je voulais un rouge, peut-être un peu plus rouge, mais bon, je vais prendre celui qui existe parce que le système, la technologie ne permet que 15 couleurs, c'est déjà pas mal. C'est donc des changements de comportement, des changements de compétences. C'est celui qui pose la peinture, apprendre que ou l'architecte, il va pas aller dans la recherche du Pantone extraordinaire, mais il prendra le rouge disponible, et comme ça, ça permettra d'utiliser vos produits. Ça, c'est les 4 leviers. Plus un, il faut expliquer où on va, démocratie, diplomatie. Si vous n'expliquez pas où on va, pourquoi je prendrais de la matière recyclée, pourquoi je prendrais un produit de seconde main, pourquoi je partagerais ma voiture, pourquoi je ne ferais que louer et que je ne serais pas propriétaire, pourquoi je rapièce mes vêtements, pourquoi. Donc si on n'explique pas où on va, eh bien on n'a pas un entraînement. C'est pas la même chose que le changement de comportement. Il y a individuel, le changement de comportement. La démocratie, c'est l'acceptation collective d'un projet dans lequel on va. C'est pour ça que c'est très intéressant sur les îles. C'est un projet que l'on a en commun sur l'île par rapport aux spécificités de l'île. Et la diplomatie, c'est le partager au-delà de son propre périmètre. Le faire dans son territoire, y compris la France, nécessite de monter à l'échelle européenne, voire au-delà. Donc voilà les enjeux, et ça nous concerne. Par contre, pour le point de vue opérationnel, je prends un petit peu de temps. Il faut aussi complètement travailler, et j'invite les uns et les autres, lorsque vous êtes en écologie industrielle et territoriale, en repensant les modèles d'organisation, les modèles d'approvisionnement, les modèles peut-être économiques, c'est-à-dire ne plus vendre le produit, mais vendre l'usage, l'économie de la fonctionnalité, etc., eh bien, vous changez complètement, vous bouleversez complètement les flux matières, les flux financiers. Et il y a une science, c'est la logistique, pilotage des flux physiques et des flux financiers par les flux d'information. Il y a une science qui est absolument nécessaire et dont vous devez vous doter d'expertise pour pouvoir organiser ceci et avoir un niveau de performance qui permet donc d'atteindre les objectifs. À vous de mettre la pression sur les politiques, à quelque niveau que ce soit, pour qu'ils changent le cadre, je l'ai expliqué, et c'est le job de l'INEC notamment, par les plaidoyers que l'on fait. À vous de vous saisir des marges de manœuvre données, mais aussi de se doter notamment, et j'insiste là-dessus parce qu'on le voit rarement, l'économie circulaire, c'est une économie de flux, l'économie linéaire, c'est une économie de stock, et l'économie de flux nécessite une expertise, c'est-à-dire la science logistique. Donc il faut se doter de cette expertise. Merci François-Michel. Cyr, tu veux rajouter quelque chose, il me semble. Du coup, ouais, j'ai envie de répondre. Il y a 30 ans, avec la Twingo, on est passé de 7 ans à 4 ans de développement d'un véhicule en décloisonnant en interne, et on a un enjeu de décloisonner en inter aujourd'hui, on l'a expliqué, on l'a partagé aujourd'hui.
Et il y a une notion de vitesse aussi qui me paraît importante. Si on veut impacter fort, il faut qu'on impacte vite aussi. Et il y a un truc qui me travaille, moi, dans ma petite tête, c'est le fait que le processus de décision dans les entreprises, il est assez long dans l'industrie. Trop long, je trouve. Et alors que si on gagne 6 mois de développement sur un interrupteur électrique, par exemple, et qu'on passe de 24 mois à 18 mois, les 6 mois de gagnés de non pétrosourcés à la fin, ça se valorise en impact carbone aussi. Et je cherche les bons interlocuteurs, j'en parle un peu avec l'AFNOR, j'en parle à chaque fois que j'ai l'occasion, les bons interlocuteurs pour qu'on voit comment on peut aussi inciter à aller un peu plus vite dans les systèmes de décision. C'est même pas des histoires de réflexion, de R&D, c'est juste que dans la décision, on met 15 jours au lieu de mettre 3 jours parce que c'est pas prioritaire ou je ne sais quoi. Et on est habitué à faire comme ça, on sait que ça prend 24 mois. Et donc, on a une petite maison, on la remplit, on a une grande maison, on la remplit, on a peu de temps, on le remplit, on a beaucoup de temps, on le remplit. Et on se fait avoir par nous-mêmes. Donc si on pouvait mesurer, je suis sûr qu'on a toutes les stats par secteur, etc. Donc je vous partage ça. Je ne sais pas ce qu'on peut en faire, mais ça me fait du bien de le partager. Voilà. Oui, je réagis juste par rapport à ça. Dans l'étude qu'on a menée, en fait, on peut distinguer 2 types d'entreprises. Donc, c'est pas un film de Sergio Leone, mais presque. Mais il y a les entreprises qui sont nativement linéaires. Donc, c'est ce qu'on a historiquement dans l'industrie depuis 200 ans. Et on va vers des groupes, des ETI, des PME, il y a des startups, mais il y a beaucoup de grosses boîtes. Et l'autre type de boîte, c'est les nativement circulaires. Donc, je pense que vous faites partie. Et qui sont, elles, je pense qu'il n'y a pas de boîte au CAC 40 qui soit aujourd'hui nativement circulaire. On est plutôt sur des startups ou des toutes petites PME. Donc il y a Circulaire, FGWRS, Pierre aussi qui est participé à l'étude, qui en font partie. Et en fait, la vitesse, elle se joue différemment pour les deux. C'est-à-dire que pour les nativement circulaires, vous portez les modèles de demain qui arriveront soit suffisamment tôt, soit pas suffisamment tôt dans les nouveaux standards de consommation. Donc, qu'est-ce qui fait que demain, acheter une planche faite en Chine, c'est trop has-been sur la plage versus une Notox, où on verra tout à l'heure d'autres types de planches. Parce que vos standards industriels qui sont plus vertueux deviendront des standards de consommation. Et ça, pour les startups, c'est compliqué parce que moi, j'entends souvent, ça fait 8 ans que j'essaie de développer ce projet-là. Puis, un exemple avec Pierre tout à l'heure, voilà, c'est les solutions sont là, mais elles ont du mal à émerger parce que vous n'êtes pas une start-up de la tech. On ne parle pas de licorne industrielle. Et donc, c'est dur d'avoir de l'investissement pour faire des protos. C'est dur d'aller taper des lobbies industriels qui verrouillent des solutions technologiques ou des infrastructures techniques. Et donc, il y a un problème de vitesse pour les starters à grandir. Donc, comment on arrive à avoir des fonds d'amorçage industriels il y en a un à Lyon qui s'est monté, mais c'est 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, c'est moins que la valorisation ou la levée de fonds qu'a fait Back Market, par exemple. Donc comment on arrive à avoir des fonds d'amorçage de plusieurs milliards d'euros sur des startups industrielles, parce que ça crée de l'emploi plus que de la tech, et circulaires, parce que ça crée des modèles vertueux. Donc il y a un problème de vitesse. Et là, je pense que quand on sait qu'on peut faire une levée de fonds à 10-15 millions avec des business angels qui seraient autant qu'ici dans la salle, je pense que la vitesse de décision, elle ira un peu plus vite que ce qu'on a aujourd'hui. Et les nativement linéaires, eux, leur problème, c'est quand on a des supply chains qui sont mondiales, qu'on a développé tout un tas de produits et qu'on veut aller vers du circulaire, on a peur de phagocyter les ventes, on a peur de reprendre un produit, de le réparer, de le remettre sur le marché, mais la qualité va dire « Oh là là, attention, si ça pète, on va avoir un problème d'image de marque ». On a les commerciaux qui disent « Mais moi, mon bonus, il va passer où en fin d'année ?» parce que, etc. Et donc, on a tout un tas de freins au changement en interne. Pareil pour l'IT. Aujourd'hui, je suis avec une boîte, SAP ne gère pas les retours, les réparations et le revente avec des nouvelles garanties. Donc, ils sont bloqués à 2 millions de chiffre d'affaires sur un produit alors qu'ils pourraient en faire 20. Donc, en fait, il y a tout un tas de freins internes, des gens qui sont si cloisonnés dans les organisations, qui font que ça... Donc, ce n'est pas un problème de moyens, mais c'est vraiment un problème de gestion de changement en interne et de changement culturel et d'être capable d'aller innover comme une start-up dans son organisation, alors qu'on est un groupe de plusieurs dizaines de milliers de personnes dans le monde, quoi. Donc il y a des pionniers aussi chez des groupes, mais c'est aussi lent. Et c'est vrai que c'est un gros enjeu pour ces deux types d'organisations de trouver, pas tout seul du coup, mais en mode, j'aime bien, c'est une industrie qui est collaborative, c'est une industrie d'engagement, c'est une industrie qui est multilocale, qui crée de l'emploi, et c'est une industrie de rupture. Mais faire des ruptures, ça demande aussi d'arriver à ce qu'on arrive à trouver ces organisations plus innovantes à tous les niveaux qui permettent d'accélérer. Je vais essayer
de rebondir juste sur ce que tu viens de dire, juste en essayant de prendre l'optique de l'entrepreneur qui doit faire quelque chose là maintenant. Parce que souvent, on s'imagine toujours que c'est un peu à moyen terme, un peu long, etc. Alors qu'à un moment, il faut commencer, quoi. Donc là, il y a quelque chose à faire pour amorcer, quoi. Alors, je pense que déjà, ça nécessite à ceux qui veulent rentrer dans cette logique vertueuse de se poser la question vraiment de qu'est-ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent le faire, et d'être vraiment irréprochables sur leur manière de faire, et de tenir dans le temps. Ça semble indispensable parce qu'il n'y a que comme ça que la philosophie de l'entreprise ou de la marque peut se faire identifier et peut voyager, de bouche à oreille et plus loin si nécessaire. Et ça demande vraiment beaucoup d'abnégation parce que souvent les débuts sont difficiles, surtout quand on induit des ruptures dans le domaine dans lequel on se trouve. Mais avec le temps, ça paye. Nous, on peut dire que là, ça fait 2 ans. Depuis 12 ans, qu'on a acquis une notoriété qui nous permet de parler avec n'importe qui, on est respecté partout, notre image est installée, mais pendant 10 ans, c'est les montagnes russes, quoi. C'est assez compliqué. Et l'autre chose, c'est, je pense, dans la manière de faire, un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est de se mettre en ordre de bataille pour donner envie et faire envie. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça paraisse chiant, ce qu'on est en train de faire. Parce que là, si c'est chiant, c'est foutu. Hein. Ça ne marche pas. Ah oui. Mais ce que je veux dire, c'est que même au niveau des consommateurs, il faut donner envie aux consommateurs. Ça rejoint ce que tu disais. Donc, il faut qu'à un moment, il y ait quelque chose qui transpire et qui aille plus loin que le produit, la démarche ou quoi que ce soit. Donc, et ça, c'est un espèce de mix entre de la foi, du marketing, c'est un truc un peu impalpable là qui fait que la vision va être portée. Je ne sais pas si on a tout bien fait, parce qu'on reste une petite boîte. Mais il y a un truc qui est sûr et qui m'a toujours étonné, c'est que tout le monde, dans le monde du surf, a entendu parler de nous. Mais que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis, jusqu'en Thaïlande, qui est la mecque de la fabrication des planches de surf, on va dire, en sous-traitance, tout le monde a entendu parler de nous. J'ai le 06 du numéro 2 mondial de la planche de surf avec qui on discute de temps en temps, qui est a fortiori très sympa, qui ne fait pas du tout ce qu'on fait nous, mais avec qui on peut parler très ouvertement. Et c'est toujours super intéressant. Et également la ligne directe du boss de chez Cobra qui fabrique 400 planches par jour, je ne sais pas si vous imaginez, nous c'est ce qu'on fabrique en un an. Et donc je veux dire, c'est assez incroyable que des gens comme ça aient pu entendre parler de notre démarche sans qu'on les approche, on n'est pas allé taper à leur porte directement. Et je pense que cette notoriété peut participer justement à la valorisation des démarches, parce qu'on reste encore dans un système qui est collé sur un schéma de communication, de consommation, pardon. Bon, il faudra que ça change, hein. Mais bon, au bout d'un moment, on est obligé de faire avec. Là, pour le moment, on ne va pas changer ça tout de suite. Là. Et donc, pour faire consommer autrement, il faut que les gens aient l'impression d'acheter quelque chose de sympa, quoi. Voilà. Alors que ce soit au niveau du consommateur final ou consommateur intermédiaire dans une entreprise, etc. Mais donc ça, c'est 2 aspects qui me paraissent importants d'appliquer quand on est aux manettes d'une entreprise et qu'on a envie de le faire là, tout de suite, là, qu'il faut faire des trucs. Si, une dernière remarque. Après, on pourra prendre des questions. Ouais, juste une dernière chose, une amorce de solution. Dans toutes les boîtes, il y a une confrontation qui est structurelle entre la prod et le commercial. Quand on n'écoute que le commercial, on vend des trucs qu'on n'est pas capable de faire. Quand on n'écoute que la prod, on finit par faire des trucs qui sont plus vendables. Donc c'est structurel, ça passe par les méthodes et le BE, et on s'améliore petit à petit. Je pense qu'il y a une deuxième confrontation structurelle qui se met en place, c'est entre les prix, entre les achats et la RSE. Les achats, un prix, c'est froid. Il n'y a pas d'émotion dans 1 euro, alors que la RSE, c'est que des valeurs. Et quand le système de valeurs il est stable, on a nos passerelles avec les prix, on s'en sort et on négocie. Quand le système de valeurs il change radicalement, en mode rupture, on est paumé dans ces histoires de prix. Donc il faut qu'on arrive à recréer dans les entreprises un minimum de relations entre ces 2 dimensions pour identifier le réaliste et réalisable qui vont aider à aller le plus efficacement possible et optimiser ce qui est possible d'optimiser, même quand on est en linéaire,
dans cette démarche-là pour être dans le move, quoi. Est-ce que vous avez des réactions? Formidable. On va continuer à parler d'économie circulaire un petit peu plus de façon opérationnelle avec Grégory sur l'éco-conception. Merci beaucoup pour votre attention. Et vous pouvez télécharger l'étude sur les sites internet de l'INEC et d'OPO et on est à votre disposition pour répondre à vos questions.